Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est parti pour 40 minutes d'émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. Et c'est sur la chaîne TLM, chaîne 30, et aussi sur le site olympiqueetlyonnais.com. Olympique, ça rime avec Razik Brick. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. On est deux à applaudir, ça fait plaisir. Et dans le public, vous êtes fatigués, vous n'avez pas les mains, non, c'est quoi on a aussi donc Nicolas Puybois. Salut Michel, salut à tous. Voilà, bon. Les trois, d'accord. C'est vraiment des matchs de cette nouvelle génération. Ils ont un peu fatigués. Et on a la chance de recevoir, non pas Mathieu Valbuena, mais au moins celui qui a fondé ce journal, c'est-à-dire Aymeric Blanc. Merci beaucoup. Alors Aymeric, vous savez, c'est la tradition dans cette émission. En fait, il y a Lulu qui fait votre portrait. Alors on va aller voir Lulu. Hein. Allez, c'est parti. Aymeric Blanc, c'est qui, c'est quoi, bonté? C'est un gosse qui est né le 20 mars 1979, on sait pas où, et qui était au lycée Saint-Joseph de Tassin-la-Demi-Lune de 1990 à 1997. Voilà. Ça, c'est si tu cherches sur Internet, hein, des informations sur lui. Voilà, t'es pas emmerdé, y a rien. Fifre, nada, Wellou, double Wellou. Et il porte bien son nom, hein, c'est Blanc, voilà, blanc comme neige, voilà. Puis alors, va taper Aymeric Blanc, mais ils sont un wagon à s'appeler comme ça, mon Dieu. Il y en a un, veux-tu en voilà, là. Alors nous, quitte à finir un hic, hein, on en a un des journalistes qui fait le doublé des hicks. On a le Razik Brick, vous voyez, mais non, là, il y en a 36 000 des Razik Brick. Ben non, des Aymeric Blanc, il y en a, bon, à profusion. Ouais. Alors, après, tu tapes le nom du journal à côté pour tout recentrer la recherche. Alors, et là, tu tapes Planète Lyon. Ça, j'aime bien, moi, c'est bon, ça. Et là, tu y trouves qu'il est encore bien rédacteur en chef et gérant des trucs que tu savais déjà. Alors, tu prends un cafard, t'es au bout du rouleau, bon, puis tu lâches rien, et puis t'aperçois que le gosse, c'est aussi un lâche-rien, mon Dieu, qu'il a fait une maîtrise d'histoire en 6 ans, mais qui voulait pas être prof. Et là, tu te dis, soit il aime pas les chaussettes dans les sandales, soit il y est ambitieux, vous voyez. C'est un peu les deux, en fait. Hein. Sans aucune formation de journaliste, il y pousse la porte de Lyon Mag à l'époque et finalement, il met le paquet sur la table. Voilà. Il se fait embaucher par l'intermédiaire d'un stage. En fait, il voulait le virer, mais lui, il s'est tapé tout un montage administratif, vous voyez, de dossiers de formation pour finalement se faire embaucher. Puis le journal, il finit comme tous les journaux, hein, c'est-à-dire en faillite, hein, voilà. Et lui, il y monte le Planète Lyon. Là, c'est un king, ce jeune. Mon Dieu, c'est un king, là. Si tous les jeunes, ils y étaient comme lui, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de chômage, je te dis, moi, hein. Bref, depuis, il y a eu 26 numéros du trimestriel, des articles, des scoops, des Govou, Juninho, le Clash. C'est un des premiers à s'être rendu compte de la psychorigidité de Claude Prudhomme, vous voyez. Alors, c'est un journaliste, c'est certain, mais il n'a pas fait d'école de journalisme. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a un style bien à lui, une vraie personnalité. Mais en plus de ses confrères, c'est aussi un patron de presse. Et ça, c'est la classe, ça. C'est un gonne, hein, qui peut pas être mauvais puisqu'il aime Noël. Voilà, hein, Aymeric Blanc. Bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones bonté. J'aime bien celui-là. On a fait vite, hein, parce que c'était... Voilà, donc Planète Lyon, hein, c'est né en 2009, c'est ça? C'est ça, juin 2009, et effectivement, comme disait Lulu, c'est le numéro 26 qui est sorti là. Ah, numéro 26, c'est bien ça. Donc 2009, c'était pas évident, hein, en fait. Quand vous avez créé ce magazine, en fait, vous ne pensiez pas qu'on allait tout perdre? Non, mais par contre, effectivement, c'est une bonne question parce que j'ai toujours réfléchi à un magazine un peu indépendant des résultats sportifs. C'est-à-dire concrètement, admettons que l'OL descende en seconde division, ce qui peut arriver dans un cas extrême. Ça va, oui. Je ne vais pas arrêter le magazine pour autant. Donc il faut essayer de faire quelque chose de un petit peu vraiment décalé pour pouvoir être un peu indépendant de ce qui se passe sportivement parce que je ne suis pas sur le terrain concrètement, quoi. Et c'est un trimestriel, c'est ça? Oui. C'est pas difficile, que 4 fois par an, de sortir un journal C'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'effectivement, il n'y en a que 4 par an. Ouais. Donc forcément, c'est rare et les gens disent pourquoi pas plus. Mais l'avantage, c'est qu'on peut vraiment le travailler en profondeur, quoi. On peut vraiment préparer un magazine où c'est 100% un peu authentique, original, exclusif. Et il est un peu une équipe. Et aussi, je pense que sur ce format-là, c'est pas possible de faire un mensuel parce que c'est quand même un magazine sur un club. La matière première reste limitée à la base. Faire 80 pages comme ça tous les mois sur un club, vous me direz à Rome, il y a un quotidien sur la S Roma qui s'appelle Il Romanista. Ouais, mais c'est pas les mêmes supporters aussi. C'est pas les mêmes supporters, donc là c'est impressionnant, mais je pense qu'il n'y a pas la matière pour faire un mensuel par exemple avec autant de pages, quoi.
Ouais. C'est vrai qu'effectivement, si on réfléchit bien, il y a beaucoup de fonds. On est donc en dehors, on est complètement à l'opposé des chaînes d'infos en continu. Il n'y a pas d'actu, ce sont que des thèmes. C'est ça que j'aime bien, c'est que je suis un peu un électron libre, quoi, un ovni. C'est-à-dire que par exemple, moi je vais très rarement en conférence de presse à la Vologe, parce que ce qui se passe, le match du samedi, concrètement, j'en parle pas forcément, quoi, parce que moi je sortirai 3 mois après et je cherche toujours des angles, des sujets décalés, et c'est ça qui m'intéresse dans ce concept de trimestriel en fait. Alors qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le foot alors? Moi c'est l'aspect humain, c'est les rapports entre les joueurs, les rapports entre les coachs. J'avoue, techniquement je suis pas très au point. La technique, tout ça, je joue au foot, j'adore le foot bien sûr, je connais un peu, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est l'alchimie entre les gens, entre les joueurs, entre un staff et une direction, savoir pourquoi ça marche pas, etc. C'est cet aspect humain que j'aime bien retranscrire dans des portraits, comme là j'ai fait avec Mathieu Valbuena. Savoir un peu d'où il vient, parce qu'il a un parcours intéressant. Alors justement, Valbuena, bon client. Super. Ouais. Super, parce que tout de suite j'ai senti que c'était quelqu'un de sympathique déjà. Quand il est arrivé à la Vologe, je lui ai donné un magazine en main propre, je me suis présenté, je lui ai expliqué le concept justement. Et tout de suite j'ai senti qu'il était réceptif, contrairement parfois à d'autres joueurs qui arrivent. Et quand j'ai proposé une interview, il m'a dit oui tout de suite. Donc on l'a organisé, et puis l'interview, pareil, c'est passé très bien, parce que c'est quelqu'un de déjà très sympa, et puis on sent vraiment très pro. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est habitué aux interviews, à savoir ce qu'il peut dire ou pas, et même sur des sujets un peu, entre guillemets, importants. Par exemple, je vais parler au niveau financier, parce qu'on sait qu'il gagnait beaucoup d'argent en Russie, que revenir en France, il en gagnerait peut-être un peu moins, et il m'a sorti quelques phrases dessus. Bon, mais il ne m'a pas lâché son salaire précis. Hein. Il est sorti après. Il est sorti après, ouais, mais ça aurait te faire de mal, ça. Mais Non, j'ai vraiment bien aimé. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont refusé tes demandes d'interview et qui l'ont justifié, peut-être? Après, ça dépend. Il y a des joueurs qui vont refuser, mais voilà, je me souviens d'un Fofana, par exemple, qui va dire non, mais parce que je pense qu'il n'a pas envie, machin. Après, il y a plus des joueurs à qui je me suis fâché. Donc là, il y a forcément Johan Gourcuff qui arrive en premier, parce que lui, il était spécial. Et très vite, je sais qu'il n'avait pas apprécié un portrait que j'avais fait de lui. Donc, je sais que j'ai ce souci-là avec Gourcuff, on va dire à la source. Après, j'ai pu avoir des ennuis avec des joueurs après des interviews. Je me souviens de Boumsong à l'époque, pour une interview aussi. Mais sinon, c'est très rare qu'un joueur me dise en amont non. Parce que, encore une fois, comme on fait un produit un peu décalé, déjà, on fait l'effort à chaque numéro, chaque joueur de l'OL a un numéro pour lui. Un exemplaire pour lui, pour vraiment qu'il connaisse le magazine, qu'il voit que c'est un produit qui est bien fait, pour un peu l'attirer, quoi. Donc, bien sûr, j'ai des refus comme tout le monde, mais assez peu, je pense. Et avec des belles séances photos, hein. Je me souviens de la sortie lorsque Nabil Fekir a fait la une. Il était content de voir sa photo. Il me l'avait dit qu'il avait apprécié de voir sa photo en une de ton magazine. Mais tu as raison, l'aspect photo est primordial parce que justement, ils savent qu'il y aura aussi une séance photo où ils sont mis en valeur à travers des photos qui sont sympas et je pense que ça joue beaucoup. Il n'y aurait pas ces séances photos, il y aurait moins d'attrait, je pense, pour eux. C'est vrai que ça fait partie de la particularité. Moi, j'ai eu la chance de faire une séance photo et d'être dans le magazine et c'était très sympa. D'ailleurs, l'ambiance était détendue, l'endroit était sympa et on en a fait plusieurs. C'était vraiment bien. L'esprit qui sort de la séance photo et du magazine est retranscrit, donc c'est vraiment sympa à faire. Ouais. Donc bon, on peut que conseiller aux spectateurs, aux téléspectateurs c'est 4,50 €. Pour 3 mois, ça va. Bon, 4 fois par an, 4,50 €, ça fait quoi, 9 27 €. 20 on se voit après. Je vais m'abonner, 27 €. Ouais, 18 € par an. Hein 4 fois 4,50. Ah oui. Ah putain, j'ai pris de ma marge, je suis désolé. 18 € par an, on va s'abonner, ouais. Hein, je suis déjà abonné, moi. Hein. Ah bah oui, forcément. Il y a un bon élève, bah oui. Non, mais en plus, c'est 18 €, c'est le prix en vente en kiosque, sinon c'est moins cher l'abonnement. 14 € l'abonnement. 14 €, ça va. Et comment tu vis? Ah bah parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Ah, il a pas de trait de coiffeur, il est comme moi. Voilà. Donc, bon, c'était bien ça. Donc, moi j'ai bien aimé. Je pense que je vais. Sympa. Honnêtement, c'est sympa. C'est vrai que comme dans tous les milieux, il y a certains journalistes avec qui on s'entend bien, plus ou moins bien, etc. Mais sincèrement, il est plutôt apprécié son support parce qu'on reconnaît que c'est du boulot. Hein. C'est énormément de travail et surtout qu'il fait beaucoup de choses parce qu'il gère la rédaction, il gère la comment dirais-je, la diffusion. La publicité, c'est un des rares trucs que je gère pas. Voilà, pas la publicité, heureusement, mais je gère la diffusion. Donc voilà, avec sa voiture, il a une voiture en plus un peu atypique, ancienne et son logo Planète Lyon, donc il est identifié dans Lyon. Non, franchement, chapeau pour le travail en tout cas. Non, puis il y a vraiment du fond, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Allez, on va parler du fond de commerce de notre émission, c'est-à-dire Olympique Lyonnais. On a gagné. Ouais. Hein, on a gagné, c'est une victoire, et enfin. un but de la Casette. Enfin. Hein, enfin.
Enfin, Mais non, oui, mais voilà, enfin. à domicile, il fallait Non, gagner, on l'avait dit déjà, en plus. contre Bastia, vas-y. Non, mais après, justement, un peu, c'est de l'inquiétude. On l'avait dit là, dans la dernière émission, il y avait de l'inquiétude parce qu'il fallait que l'OL retrouve le chemin du succès. C'était indispensable pour le mental, avant cette trêve. Et puis, d'un point de vue mathématique, là, l'OL affrontait quand même une équipe de Reims qui restait sur une victoire face à Lille. Qui était donc sur une bonne dynamique, ce n'était pas le cas de l'OL. Et surtout, comme vous l'avez dit, on aura le temps de l'occasion, je pense, d'en reparler, Alexandre Lacazette qui a marqué. Oui, non, moi j'ai vu un beau match de l'OL, en première mi-temps surtout. On arrive encore à se mettre très facilement en difficulté en deuxième mi-temps, avec des ballons qui passent devant la cage, personne ne touche. Enfin voilà, une ou deux fois ça a été un miracle qu'on n'encaisse pas de but, mais dans le contenu, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je pense qu'on a trouvé notre charnière centrale. Alors ça ne va pas plaire à Maxime Gonalon, mais je pense que c'est notre meilleure charnière centrale qu'on a vue ce week-end avec Umtiti et Gonalon. On voit que Tolisso peut prendre la place au milieu de terrain. Donc, voilà, moi je sais qu'avec cette défense-là, j'aurais joué les yeux fermés sans problème. Donc voilà, après il y a quelque chose. Il faut encore peaufiner, on peut encore progresser, mais voilà, on a renclenché la première pour aller de l'avant. Ouais. Donc Lacazette quand même qui a su être réaliste. Au bout d'un moment, parce qu'il a quand même tapé le poteau, c'est ça ? Il a eu beaucoup d'occasions, c'est vrai que il s'est procuré des occasions, il a tenté, beaucoup tenté, il a loupé un penalty. Mais il a fait preuve d'abnégation, il a travaillé dur et il a été récompensé, son travail a été récompensé. Ouais. Alors, ce qui était bien, c'est qu'on a senti la solidarité de toute l'équipe sur lui quand il a marqué son but. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on sent qu'il y a tout un groupe qui travaille derrière. Il n'y a pas que de clan, tout ça, mais on il n'y a vu pas que lui. Après, c'est vrai que tout l'effectif travaille beaucoup, mais là, pour le coup, ils l'ont soutenu et ça a été une délivrance aussi bien pour lui que pour les joueurs, je pense. Aymeric ? Non, moi, ce que j'ai bien aimé, effectivement, comme dit Nicolas, c'est le début du match, la première demi-heure. Parce que là, vraiment, j'ai senti un jeu qui était plus fluide, des enchaînements, des 1-2, des jeux en triangle. Exactement. Hein, ça faisait un moment qu'on ne la voyait plus et on a retrouvé un peu le jeu qui avait fait la force de l'OL l'an dernier. Je pense que vraiment, c'est une équipe qui est convalescente, notamment par rapport à l'absence de Fekir, qui a tout changé le jeu offensif. Même si avant que Fekir se blesse, il faut se souvenir, au début de saison, c'était pas terrible non plus. Mais je pense qu'il y a du mieux. Mais on sent que c'est une équipe convalescente et à mon avis, cette victoire est essentielle parce que si Lopez ne sort pas sa parade en fin de match, qui est mythique, ça fait un partout. Ils reprennent la tête dans le seau, la trêve internationale. Ça pouvait mal tourner cette saison, je pense. Et je pense que ça peut être un moment charnière de la saison, peut-être. Il a fait un très bel arrêt et pourtant, je l'ai trouvé pas très serein sur ce match-là. Mais par contre, il sort dans sa relance qu'il fait à la main, des précipitations, des indécisions, le ballon qui passe devant son but comme ça, je ne l'ai pas trouvé très serein. Par contre, il sort l'arrêt qu'il faut et quel arrêt. Vraiment un bel arrêt. Ouais, c'est vrai que c'est appréciable et on l'a vu à la fin, ils étaient vraiment contents. J'ai notamment échangé avec Jordan Ferry. Comme il disait, ils ont mis de la musique à la fin dans le vestiaire. Ils ont été vraiment heureux en fait de cette victoire parce qu'il y avait des doutes en fait. Voilà, cette équipe, comme le disait Aymeric, est convalescente. Donc il y avait des inquiétudes, des doutes. C'est-à-dire même les joueurs abondamment. Et je pense d'ailleurs que ça explique notamment les prestations un petit peu moins bonnes. Et encore, c'est sévère de dire ça d'Anthony Lopez parce que lui-même se pose des questions au bout d'un moment. Quand tu vois tes camarades qui n'arrivent pas, qui s'en sortent pas, qui galèrent et c'est un peu sauf qui peut. Au bout d'un moment, quand tu es gardien, tu t'interroges aussi et voilà, elle se transmet. On sait maintenant peut-être avec a posteriori qu'en fait il était peut-être un petit peu malade. Oui, gastroentérite, effectivement, il est forfait avec le Portugal. Fébrile, hein. Ouais, vous avez raison. Ouais. Quand on n'a pas tous les éléments, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est intéressant, si vous le permettez, Michel, de parler de Max Gonalon. Parce que c'est vrai que Max Gonalon, défense centrale, sincèrement, je suis comme Nico. J'en ai même fait un tweet parce que je me suis dit, mais sincèrement, si on cherche un bon défenseur central, mais c'est hallucinant de voir un joueur comme ça, de défendre comme ça, les relances. C'est un problème en contrepartie, c'est de se dire. Non, mais oui, d'une part, bien sûr, mais c'est la faillite aussi du recrutement en défense centrale. Ah, oui. Parce qu'à côté d'Umtiti, il y a quand même 3 spécialistes du poste, et finalement, on se rend compte que c'est un numéro 6 qui est meilleur qu'eux, quoi. C'est-à-dire que Bicevac, Koné, Rose, il n'y en a pas un qui fait l'affaire pour l'instant. Après, oui, c'est ça, ils n'arrivent pas à être réguliers dans la performance. Ce qu'on parlait avec Razik, c'est vrai que l'avantage peut avoir Maxime Gonalon, c'est que défensivement, il est très fort. Donc c'est déjà un de ses points forts au milieu de terrain. Mais en plus, il a la relance pour lui, qui permet d'avoir une sécurité et une sérénité derrière que n'ont pas les autres défenseurs centraux. Quoi. Et Umtiti a déjà de son côté, donc ça ferait 2 défenseurs centraux. Voilà. Et puis quand tu vois que notre ami Coco Tolisso, Sentinelle, ça va bien, que Jordan Ferry, finalement, en plus en rentrant comme ça, c'est un bon remplaçant. Non mais sincèrement, on l'a beaucoup critiqué Jordan Ferry, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires,
des fois à juste titre, on va pas se le cacher. C'est dur, c'est dur, performance, mais c'est un bon joueur. Mais c'est Oui, dur. c'est un bon joueur. C'est dur, mais C'est dur ce que dit Razik, mais c'est un constat. C'est que depuis le début de saison, il a été meilleur quand il a fait des rentrées en jeu que quand il était titulaire. Donc, Bien que là, il a commencé au bout de 5 minutes de jeu. Donc, mais c'est vrai qu'il a été. Je reviens, je reviens encore à mon histoire de préparation mentale. Mais voilà, c'est quand même C'est ça qui fait perdre des cheveux. Mais c'est ça. Mais c'est le cerveau qui fait marcher la machine. Hein, c'est pas le reste. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. On a peut-être un tweet sur Morel, je crois. Voilà, un peu de fatigue à noter avec l'enchaînement des matchs, mais retrouver le goût de la victoire fera du bien aux jambes. Ouais. Voilà. Justement, si Morel le dit. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau psychologique, c'est ces victoires difficiles où on a tenté beaucoup de choses qui sont les plus belles en fait, parce que on passe tout près de la catastrophe à la fin de se faire rejoindre. Mais par contre, c'est vraiment fédérateur pour un groupe. On le voit dans les réactions d'après-match, les déclarations des joueurs. Quand Alexandre Lacazette marque, on sent que le groupe, ça le soude et que peut-être grâce à cette victoire, les moments difficiles sont peut-être plus derrière nous parce que ça les a resserrés, chose qui n'existait pas en début de saison. Ouais, donc en fait, moi je reste sur Max Godalon, défense centrale. Ça me rappelle comment je trouve qu'il a la même classe que Beckenbauer à l'époque. Il a ce port altier. Donc vous n'avez pas connu, vous, Beckenbauer. Ouais, j'ai vu quelques images en noir et blanc. Ouais, ça. Il jouait avec la main avec l'écharpe. Ouais. Mais après, c'est des joueurs qui étaient capables de jouer au milieu de terrain, qui avaient une technique, peut-être pas au-dessus de la moyenne, mais en tout cas une technique assez. Ils sont assez à l'aise avec le ballon, quoi. Donc c'est sûr que si on les met défensivement très rigoureux et avec des bonnes qualités, bah voilà, le poste est tout trouvé. Donc en général, plus on vieillit, plus on recule. Il avait encore le temps de reculer, mais franchement, on gagne en sérénité avec ce défense-là, vraiment. Mais la seule question, c'est, pardon, est-ce que c'est lui est-ce qu'il a envie? Ah bah non, il n'a pas envie, on le sait très bien. Enfin, oui, pour mais l'avoir eu, pour le savoir, donné, c'est pas son poste. Maxime, il y a un moment, il va falloir... L'intérêt collectif. Oui. T'es bon. Qu'est-ce que tu veux? Notre crise cardiaque en fin d'année, quoi. Je suis encore jeune, quoi. Ben, bien sûr. Puis tu vas vieillir un jour, il faudra t'habituer. Ça arrive très vite. Allez, on passe à Lacazette. Et on a un tweet sur Alexandre Lacazette, je crois. Bah oui, il le dit lui-même. Enfin, hein. Il n'y a pas que moi, hein. Il n'y a pas que moi. Et merci aux supporters, ça c'est à noter, et surtout à mes coéquipiers. C'est vrai qu'on les voit là, ils ont fêté le. C'est vrai que c'était touchant. C'était touchant parce que justement, il a loupé ce penalty. Et quand on loupe un penalty, on sait ce que c'est. Forcément, on est vraiment au bas. Voilà, exactement. Bah surtout pour lui, à cette période de la saison, quoi. Ouais. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Non, il n'avait pas de suite parce qu'il avait marqué à Marseille. Oui, mais enfin bon. Mais c'est le deuxième de la saison. C'est beaucoup déjà. Il n'a pas l'habitude de les rater, d'habitude. Non, et puis le manque d'efficacité et de réussite qu'il a depuis le début de saison. Est-ce que vous avez remarqué ce que je viens de faire? Il n'a pas l'habitude de les rater d'habitude. La prochaine, je vais m'en aller. Ça arrive même au meilleur. Non, mais oui, ça arrive même au meilleur. Comme je ne suis pas le meilleur, ça va m'arriver souvent. Et quand je disais c'était touchant, c'est parce que justement, il a loupé ça. Et les supporters, et notamment du Virage Nord, n'ont cessé de l'encourager. Il a repris du poil de la bête, il a marqué ce but et il a été ému. Il a été ému parce qu'il a été soutenu par ses coéquipiers, parce que justement, c'était une véritable délivrance. Des fois, on le dit ça, mais là, c'est pas galvaudé le mot, parce qu'en fait, véritablement, une délivrance pour Alex Lacazette, parce qu'il souffrait énormément. Il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait plus à trouver le chemin défilé, en fait. Il s'est posé énormément de questions, est-ce que c'était mental? Est-ce qu'il fallait justement faire cette fameuse interview qui a agacé Jean-Michel Aulas pour justement évacuer d'un point de vue psychologique et mental? Voilà. Il essaie de trouver justement les clés pour s'en sortir. Et là, il a marqué, c'est une véritable délivrance. C'est vrai que dans 10 ans, il va y avoir des psychologues, comme pour les attentats, vous savez, à la fin des matchs, post-traumatiques. T'as raté un but? Ouais, je sais pas. Non, mais pour le coup, la réaction des supporters est importante, puisqu'on se souvient qu'il y a quelques matchs à Gerland, quand il loupait, il était plutôt sifflé plutôt que soutenu. Et là, pour le coup, on a senti une vraie cohésion entre les supporters et Alexandre Lacazette, un vrai soutien, et ils ont été d'une importance, j'ai pas de mots derrière, ils ont une véritable importance dans sa réaction. C'est bien, quand vous ne pas derrière, mettez-vous devant. C'est toujours mieux. Ça, ils ont une véritable importance dans le. Vous n'avez pas d'autres mots non plus? Si. C'est pour ça qu'il a continué à tenter des choses, et il a été récompensé de ses efforts, il a continué ses efforts pour essayer de marquer des buts, mais c'est grâce au soutien des supporters, parce que fut un temps, il aurait plutôt plongé, et là, il a continué à tenter. J'étais au stade aussi, et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que même s'il est sifflé après son pénalty raté, je ne suis pas sûr qu'il marque ce but. Exactement. Bah oui, c'est une évidence, parce qu'on sait qu'il est émotif. Et là, de se sentir soutenu et porté par les supporters qui ont fait quelque chose de vraiment très bien, bah ça l'a aidé à s'en sortir. Aurions-nous un public devenu mature, messieurs? Je ne sais pas si c'est une histoire de maturité, c'est une histoire en fait de... ils sont cohérents. Ils ont joué leur rôle. C'est-à-dire ils ont joué leur rôle, mais surtout ils se sont expliqués avec lui. Ouais. Parce qu'ils ont cherché à comprendre. Et lorsque justement il y a eu la prolongation de contrat d'Alexandre Lacazette, la conférence de presse, des représentants des Bad Guns sont venus et ont échangé avec le joueur pour vraiment essayer de savoir qu'est-ce qui se passe.
savoir effectivement si c'est un problème, il n'a plus la tête à l'OL, s'il veut, etc. C'est un problème de contrat, c'est un problème avec le président, c'est un problème personnel. Ils ont cherché à comprendre et après ils ont expliqué à tous les adhérents. Et derrière, tout le monde a compris que finalement, non, il avait besoin de soutien. Alex Lacazette était 100% OL, sauf que voilà, ça arrive de temps en temps dans une carrière d'un joueur d'avoir un peu d'être moins bien. D'être en manque de confiance, c'est sûr. Mais au-delà de ça, de manière plus basique, un supporter va au stade pour avoir des émotions. Et on sent bien que quand le joueur il se donne à fond, mais qui loupe parce qu'il est en manque de confiance, en manque de réussite, ou quelqu'un qui en a rien à faire, quoi. Et qui se promène sur le terrain. Et là, on sent depuis quelques matchs qu'Alexandre Lacazette a repris du poil de la bête, a repris de l'envie, il est régulier dans l'effort pour essayer d'atteindre son objectif qui était de marquer un but dans le jeu. Et voilà. Ils le comprennent, ça, les supporters, que le type, il se donne à 100% pour le maillot, chose qu'il ne faisait pas en début de saison parce qu'il avait son bague à l'âme. Ok. Bon, on a tout fait sur Lacazette. Non, l'équipe de France. Oui, en plus, il est grand week-end, récompensé, bien sûr. il est récompensé quelque part par de ses efforts en étant appelé à la place d'Entep. À la place d'Entep en équipe de France. Donc là, pour la confiance et pour sa confiance et, voilà, et son évolution personnelle, il réussit un grand week-end, soutien de ses coéquipiers, de ses supporters, sélection en équipe de France. Bah voilà, maintenant il est sur l'autoroute, quoi. C'est bon pour le moral. Exactement. Voilà. Donc s'il joue et qu'en plus il marque, alors là, là on va le retrouver, il va marcher sur l'eau. Je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il ne faut pas qu'il se blesse comme a pu le faire Nabil Fekir en équipe de France. Donc voilà. Bon. Ça n'arrivera pas à chaque fois, mais bon, c'est arrivé une fois, c'est déjà trop. Effectivement. Alors on va parler des supporters, ils ont fait un tifo extraordinaire aussi, non? C'est marrant parce que justement, c'est toujours pareil en fait. Il y a deux lectures. Soit les mauvaises langues, les anti-lyonnais vont dire eh bien regardez, c'est la Pravda, on cire les pompes du président Jean-Michel Aulas. Ou au contraire, on se dit depuis 87, il est arrivé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Malgré tout, c'est factuel, ça reste un grand président. Il a permis à cette équipe de lyonnaise de briller sur la scène européenne, de gagner des titres. Donc voilà, quelque part, lorsque tu fêtes Gerland, parce que c'est ça, en fait, je voulais que tu apportes cette précision, en effet. Ils sont en fait, le vrai leitmotiv des Bad Guns, enfin du Club Virage Nord, c'est de faire des tifos à la gloire de Gerland. Et donc d'ailleurs la phrase qu'ils mettent avec, tu as vu un jeune entrepreneur devenir un grand président. Donc en fait ils parlent de Gerland et ils illustrent avec le président Aulas la gloire de Gerland en fait. Et donc du coup eux aussi pour leur dernière année à Gerland, leurs derniers 6 mois même, se donnent à fond pour rendre hommage à ce beau stade parce que c'est là qu'on a vécu nos meilleures émotions. Et non c'est pas voilà ils le font très bien depuis le début de saison. Et le président qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas à Lyon on a plutôt tendance à l'aimer. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, j'aurais pas eu cette carrière-là s'il n'y avait pas eu ce monsieur qui avait pris un jour l'Olympique Lyonnais en 87 en Ligue 2. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Hein. Mais je trouve ça très intéressant, moi, comme tifo. Parce qu'il y a plusieurs explications. Il y a d'abord le fait que, effectivement, les supporters qui aiment l'OL savent qu'il y a un avant et un après Aulas dans ce club, mais qui est énorme. Parce que, franchement, avant Aulas, l'OL, c'était un club mineur dans le football français. Il en a fait une des places fortes, et ça, c'est très, très fort. Et après, il y a autre chose, je trouve, qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de fusion entre les supporters ultras et leur président. Même si après ils peuvent s'engueuler pour différents trucs. Pas toujours d'accord. Et qu'après il y a des manipulations aussi d'Aulas, on sait comment il fonctionne, parce que c'est aussi important pour lui de se montrer, etc. Mais par contre, c'est un peu unique ça. Parce que même à Montpellier, par exemple, où c'est Louis Nicolin qui est un président charismatique, qui a créé le club de Montpellier, même là-bas il y a des conflits avec les supporters et il n'y a pas du tout cette admiration des fans envers leur président. Et à Lyon, je trouve que je connais peu de cas similaires où il y a une telle osmose entre les supporters et le patron du club. C'est intéressant parce que c'est un peu un phénomène lyonnais, je trouve. Peut-être parce qu'il a su les écouter aussi. Il a su leur donner confiance en lui. C'est souvent ce qu'il dit. Et j'avais déjà discuté un jour avec lui à la Cégide, à son entreprise, et il disait que justement, lui. Petit coup de pub, voilà, pan, allez, c'est bien. On va dire oui, c'est pas de la pub, parce que si c'est moi, je suis bien. Ouais, bon. Donc à la Cégide, justement, il disait que lui, il considérait quelque part les supporters un peu comme des syndicalistes. Quelque part. Oui, mais donc ça veut dire qu'il a des rapports avec eux comme avec son entreprise, c'est pour ça que je faisais le parallèle. Voilà. Donc il sait qu'il y a des choses que tu peux donner, des choses que tu peux pas faire, tu dois t'expliquer avec eux, etc. Donc voilà. Ça n'a pas toujours été rose, hein, parce qu'au moment de Claude Puel, lui était plutôt là pour défendre l'entraîneur et eux, ils étaient plutôt très, très, très contre. On avait plusieurs banderoles en ville et au stade, donc quand ça dépasse le cadre du stade, c'est que le mal est profond. Mais voilà, il sait qu'il a besoin d'eux également, parce qu'il faut remplir le futur grand stade. Enfin voilà, il sait faire, c'est un chef d'entreprise, et il a déjà plusieurs coups d'avance. Ouais, mais je ne pense pas que ce soit uniquement du calcul stratégique. C'est aussi, je pense que ça fait partie de sa personnalité. C'est quelqu'un qui sait écouter, il sait ce qu'il veut.
Mais il sait écouter, c'est ce qui fait sa force. Et puis malgré tout, ça flatte l'ego, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, le président aime ça aussi, enfin comme tout le monde. Donc voilà, là en plus, voilà, devant garder personne, c'est toujours plus facile. C'est sûr qu'il a aimé. Et puis aussi, juste pour une lecture économique et commerciale, ça reste ses clients. Et tes clients, tu leur dois aussi des comptes, parce que c'est eux qui font tourner la boutique quelque part au final. Quoi. Effectivement. D'ailleurs, donc, ils ont dit adieu à Gerland. Et puis là, apparemment, vous êtes allé, vous, ce matin, faire une petite visite, je crois. Hein. Il y a eu un lâcher de Playmobil, vous allez voir. On a des images, vraiment un gros lâcher de Playmobil, vous allez voir, c'est extraordinaire. Voilà, c'est pas mal ce stade quand même. Hein. Et voilà. Regardez. Oh là là. Alors, tout le monde s'extasie. En fait, c'est moche pour l'instant parce que c'est pas fini. Hein. Mais ça va être extraordinaire. Ouais, c'était une visite en fait avec donc la présence de Gérard Collomb, maire de Lyon et président de la métropole, Jean-Michel Aulas, et puis un parterre d'invités, de journalistes pour justement présenter ce grand stade. Et c'est vrai que c'est très beau. Hein. Sincèrement, pareil. Ça marque l'identité du club. Même si on a un anti-grand stade, lorsqu'on voit ça, sincèrement. On peut qu'applaudir parce qu'il est beau. L'œuvre d'art architecturale est magnifique. C'est une belle infrastructure. Ouais. Et puis Aulas, encore, il a fait un truc, il a pris tout ce qui était bien dans tous les stades du monde. Et il a tout mis dans le. Une belle infrastructure, pardon. Voilà. Donc, j'ai fait une petite faute. Comment? Une belle infrastructure. C'est vous qui avez dit ça? Ça aurait pu être moi, marqué. On est complémentaires. Nous, on est français, mais comme ça fait pas longtemps. Hein, donc, on peut, vous non, vous n'avez pas le droit. Vous, Puy de Bois, vous êtes bien, vous c'est depuis. Je m'entraîne d'ailleurs. Nous au niveau de l'ADN, c'est bon, mais vous non. Voilà. On est patriotes quoi, par contre. Hein. Ah ben ça, on est français à fond, nous. Hein. Voilà. Après, on maîtrise mal la langue. Ça, oui, et donc il y a aussi, donc il en a profité, Jean-Michel Aulas, pour faire une petite interview. On va peut-être pouvoir l'écouter. Vous allez voir, c'était assez intéressant. Ça, c'est le chef des Playmobil, vous allez voir. On est effectivement dans le Money Time. Parce que notre ambition à tous est d'être prêts pour le mois de janvier. Il était prévu initialement dans les contrats avec Vinci de faire en sorte de pouvoir rentrer dans le stade le 31 janvier. Donc première performance, on sera je pense en temps et en heure et dans les budgets qui avaient été directement affectés à cette construction. Ouais. Balèze, hein, d'arriver. Alors avec les gens du bâtiment, d'arriver en temps et en heure, c'est pas mal hein, quand même, parce que moi, pour avoir essayé de construire un théâtre un jour dans ma vie, j'ai pris 6 mois de retard. Bon, en même temps, on n'avait pas les mêmes budgets, mais voilà. Donc c'est quand même balèze, hein, c'est super fort ce qu'ils sont en train de faire là. Et du coup, Razik, il y a une première date d'inauguration. Il espère le 8 janvier, je crois que c'est le match contre Troyes. Il espère pour la réception de Troyes, en fait, que le stade puisse carrément une journée dédiée. Donc c'est le 8 janvier, alors il faudrait vérifier parce que j'ai un gros doute par rapport à la date, le 8 ou le 9, hein, c'est ça. Et donc de faire consacrer une journée entière. On arrive le matin, on peut visiter le stade, on peut aller voir les boutiques, on peut se promener, etc. Et le soir, il y a ce match face à Troyes. Ah putain, c'est quand même une grosse équipe. Hein, Troyes, après, le match d'après à domicile, c'est contre Marseille. Et c'est dur de tester une infrastructure comme ça avec l'animosité qu'il peut y avoir. Donc je pense que c'est mieux d'avoir un galop d'essai contre Troyes. Au niveau sécurité, ça peut être un test. Et puis il y a le tramway à côté. Hein. On a vu le tram justement à côté, donc ce sera l'un des seuls stades, rares stades en Europe, où justement tu as le tram à 3 minutes. Donc au niveau des accessibilités, pardon. Il y a le Sparta de Prague aussi, mais c'était à l'époque... Parce que c'est vrai que c'est un peu les inquiétudes, finalement, on comprend, les Lyonnais se disent, bon, Gerland c'était pratique, il y avait le métro, aller à Dessines, ça va être compliqué. Alors je pense qu'il y aura quand même des bouchons, je pense qu'il y aura des complications, ce sera peut-être pas facile tous les soirs de match, et puis surtout les grands... Il y a des jours où il pleuvra. Lors des grandes rencontres, il y aura des jours où il y aura de la pluie, effectivement. Et de la neige en hiver, c'est ça. Il fera de la canicule à des moments. Mais en tout cas, on a vu le tram qui était à côté, et c'est vrai que ça a l'air d'être... Ça, c'est bien pensé. Ouais, alors c'est vrai qu'après, effectivement, certains riverains, bon, ben voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours le problème. À tout le monde. Ben non. Non, mais c'est humain. Oui. Quiconque aurait un monument pareil construit à côté de sa maison ne serait pas forcément content, c'est logique. Ah ben ça, on est bien d'accord. Ouais, je vois bien. Ah oui, et puis d'autres choses, Jean-Michel Aulas espère, enfin il l'a dit, mais il espère, je le pense aussi, c'est normal, comme tous les supporters de l'OL, que ce club rhodanien puisse disputer la Ligue des Champions en janvier prochain aussi, donc il va falloir se qualifier. Oui. Et ce n'est pas gagné. Ça, c'est pas... Ben non, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Comment c'est pas hein. Il reste encore 12 points à prendre. On en a déjà combien 1 Ça ferait 13. J'ai vu beaucoup de clubs se qualifier. Moi. Ah bah 13, on se qualifie, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Émeric ? Oui, mais ça va être compliqué d'en avoir 13.
un journaliste. Oui, forcément, mais qu'est-ce que en plus, je pensais qu'il était bien, moi, il n'avait pas besoin d'actu, ni de scoop, ni rien. Faut être supporter un peu. Faut espérer, il faut vouloir, sinon on va tous... Mais il a travaillé pour que le magazine il soit là même en Ligue 2. C'est pas grave. Oui, mais bon... Donc on a un petit vine du président Aulas qui s'adresse aux supporters aussi, ça peut être sympa à entendre. Max vient de me dire, vous allez voir les supporters, dites-leur que les 3 points, ce sont les leurs. Ils ont été les joueurs soutenus du début à la fin de manière incroyable. Et je pense que vous êtes aujourd'hui le meilleur public de France. Il n'y a rien là. Il est bon. Il n'y a rien là. Ah, il est bon, il est bon. Il faudrait le prendre en chauffeur de salle. Hein. Pour nous, il y en a que 2 aujourd'hui, mais ce serait facile. C'est un peu des magots, mais pour le coup, ils ont été élus meilleur public de France l'année dernière, il me semble. Non, mais après, Donc, Mais non, c'est pas des magots. Il fait son taf de communication. Oui, il fait le show, il fait le show. voilà. Bah, il fait le show. Ils n'ont pas été mauvais. Bon, quand ils sont pas bons, il leur dit pas, c'est tout. Après, c'est vrai que lorsqu'on voit l'ambiance au Parc des Princes pour un classico, c'est vrai que les Lyonnais ne vont pas rougir. Non, mais c'est fabriqué. Ils ne vont pas rougir. Ah non, mais au niveau de l'ambiance, surtout qu'au Parc des Princes, il n'y a plus d'ambiance. C'est pour ça, il n'y a plus d'ambiance au Parc des Princes. C'est vrai. Donc finalement, et puis on voit qu'à Marseille, il n'y a plus de supporters parce qu'il n'y a plus de virage. Enfin bon, bref. Donc c'est vrai qu'à Gerland, finalement, il y a une bonne ambiance et on est plutôt bien installé. Donc on verra dans le nouveau stade. Vous avez vu un peu le match Paris, machin, avec 2 pénaltys de Zlatan. C'est un bon match. J'ai vu les Marseillais faire vraiment un début de match extraordinaire. Les Parisiens pris à la gorge et après. Physiquement, ça ne suit pas. Et pour finir, par rapport aux supporters, c'est bien cette montée en puissance parce qu'il va y avoir le grand stade en fait. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir des inquiétudes. C'est plus grand stade, plus grande capacité. Il va falloir aussi de l'ambiance. Il va falloir recréer quelque part une ambiance dans ce futur stade de Dessine. Ouais, mais l'ambiance, elle n'est pas liée au stade. Elle est liée, c'est né de richesse que d'homme, mon cher Razik. Vous savez ça. Oui, justement, il se développe. Enfin voilà, les COP en général grossissent. Donc mais bon, un stade vide, ça reste un stade vide et ça résonne. Donc voilà, il va falloir le remplir tout de même s'il y a une bonne ambiance. Oui. Mais il faudra le remplir. Elle est faite par les supporters, par les groupes de supporters, par l'envie qu'ils ont d'être là, l'envie de supporter leur équipe. Après, quel que soit le contenu, le contenant, du moins, c'est le contenu qui va être important. Hein, allez, maintenant, il se passe que, comme ils ont bien joué, ils ont bien gagné, ils vont être au repos. Hein, et puis, il y a aussi la trêve, donc trêve internationale, pas pour tout le monde, puisqu'il y a Jallet, qui est en équipe de France. Il y a Lacazette, qui est en équipe de France aussi. Alors, il aurait dû y avoir normalement Anto Lopez, mais il n'est pas en équipe de France, il est en équipe de pharmacie. Valbuena, vous avez oublié, Valbuena en équipe de France. Valbuena aussi en équipe de France, effectivement. Donc, puis les autres... T'as Coco Tolisso en espoir. En espoir. Qu'est-ce qu'ils font généralement les autres joueurs? Je vous demande à vous, c'est à mon avis, vous ne autres, deviez pas y aller, vous, en équipe de France. Les coiffeurs, quoi. J'étais en équipe de France Espoir à l'époque. Oui, mais bien sûr. Mais moi aussi, je partais. Avec Raymond Domenech. Avec Raymond Domenech. Il m'en a parlé. Exactement. C'est pour ça qu'il m'en a parlé. Il m'a parlé de Nico, il m'a dit que c'était un bon mec. Mais après, je sais pas si c'était un bon joueur, il m'a dit un bon mec. C'est déjà pas mal. J'ai fait la moitié du chemin. Après, en fait, on en profite pour travailler les fondamentaux. Donc, tout ce qui est préparation physique, musculation, c'est les périodes où on travaille beaucoup plus. Donc, en général, c'est ceux qui ne sont pas internationaux. Donc les internationaux n'ont pas la possibilité de récupérer, mais là c'est de la régénération au niveau du physique et beaucoup d'ateliers assez ludiques parce qu'on est moins, donc c'est plus facile pour travailler. Après, on s'en sert aussi pour soigner les bobos, les blessés, remettre en forme les blessés, ceux qui ont des petits tracas, les mettre au repos 2-3 jours, les retaper pour qu'ils soient en pleine forme au moment de la reprise du championnat, quoi. Alors blessés, on est champion du monde dans l'infirmerie, à Lyon pour l'instant, vous avez remarqué. Ouais, l'infirmerie. Voilà, donc l'infirmerie, on a Clément Grenier, je crois, une petite infographie avec Clément Grenier, voilà. Blessé le 25 juillet, rupture du tendon droit fémoral de la jambe gauche, retour espéré novembre 2015. Bon. Ouais. Et on l'a vu, on le voit en tout cas, Clément Grenier avec un préparateur physique, Atola Vologe, il est en train de reprendre effectivement, et l'objectif c'est de novembre 2015, mais c'est difficile de mettre des dates, c'est pour ça c'est retour espéré, parce qu'on sait ce que c'est au niveau des blessés. Les protocoles sont mis en place, mais après c'est le ressenti du joueur, c'est la cicatrisation, c'est pas évident de donner une date. Gueïda Fofana, qui lui a été blessé en mars 2014. À la cheville droite et retour espéré en janvier 2016. Il était revenu, mais bon, il y a un problème de plaque, je crois, c'est ça. Lui, il a une blessure beaucoup plus compliquée et on est nombreux à être un peu pessimistes sur son retour parce qu'on l'a vu revenir. Il s'est de nouveau arrêté pour 4-5 mois, donc ça, c'est une blessure plus problématique qu'il peut avoir. Ouais, mais pensez que ça va être difficile physiologiquement ou psychologiquement?
Psychologiquement, il a l'air d'avoir un mental de guerrier, donc parce qu'il est déjà revenu très fort. Maintenant, physiologiquement, est-ce que c'est réparable parce qu'ils ont tenté des choses peut-être pas pour le très haut niveau en tout cas, mais on espère pour lui qu'il reviendra encore plus fort. Enfin, moi, je ne veux pas être pessimiste, pardon, mais je pense que sur les deux joueurs, il y a un risque qu'ils puissent ne pas retrouver le haut niveau. Ni l'un ni l'autre. Franchement, parce qu'il y a vraiment un doute de fragilité physique énorme, quoi. Propre à leur corps, effectivement. Et un peu comme Yann Gourcuff, du coup. Gourcuff, c'est aussi un aspect psychologique. Je trouve que c'est un peu différent. Là, surtout, lui. Voilà. Alors que là, je trouve que Grenier et Fofana, c'est plus une faiblesse physique réelle, quoi. Après, on a donc Nabil Fekir. Nabil Fekir, on sait qu'il va revenir en mars 2016. Hein, ça, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus courant, ce genre de blessure. Les ligaments croisés, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs, en tout cas au football, on sait les retaper et ils reviennent à leur niveau. Donc pour ça, il n'y a pas trop d'inquiétude. Même si je ne suis pas médecin, mais pareil, Fekir, c'est un peu particulier dans le sens où il y a une triple lésion. C'est 2 ligaments plus le ménisque. Il me semble que quand on seront les croisés, on n'a peut-être pas non plus la totale comme il a eu lui, quoi. Ouais, mais là, pour le coup, ils vont tout retaper dans le genou. Le ménisque, on sait que c'est récurrent. Voilà, ils vont enlever la partie qui est fissurée. Donc voilà, on peut jouer avec un ménisque soigné comme ça. Après, les croisés, c'est déjà arrivé à des joueurs plus jeunes de faire une carrière, de se blesser plus jeunes et de faire une carrière, à des joueurs en activité. Mais c'est blessé au départ. Pas la rupture à Lyon, hein, mais en Argentine, il s'était blessé comme ça. Non, mais voilà, moi j'en ai croisé plusieurs dans ma carrière avec des ligaments croisés qui sont revenus au plus haut niveau. Donc j'ai pas d'inquiétude. J'ai croisé des ligaments croisés. Moi j'ai croisé des ligaments croisés. Puis Nabil a le mental. Nabil a le mental, mais tout à fait. Il y a Mapou Nyanga Mbiwa aussi, qui le 18 septembre, avant OMOL, adducteur. Retour espéré le 18 octobre. Ouais, la trêve va faire du bien pour Mapou. On va récupérer, normalement on est censé récupérer plusieurs joueurs. Donc il y a Raphaël aussi, le 16 septembre, qui s'est blessé pendant la Grande Oision. Et donc retour espéré le 18 octobre. En même temps, on va faire un wagon là. Henri Bédimo, toujours pendant OMOL. Et lui, c'était les ischio-jambiers. On devrait le retrouver normalement pour Monaco OL le 18 octobre aussi, pareil. Et puis après, Bisevac qui vient encore de se faire les ischio-jambiers. Après, c'est ça, ce qui est récurrent, c'est ces problèmes physiques, plus musculaires, je dirais. Parce que ce genre de choses, on peut y éviter avec une préparation. Vous êtes de Lyon, où on peut y éviter. On peut y éviter. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a on y évite. Un gon. Mais bien sûr, gon, vas-y. Non, mais voilà, ça, c'est les problèmes musculaires. On sait qu'après, c'est dû à l'hygiène de vie, à certaines séances. Voilà, c'est des choses qui sont évitables. Donc, voir ce qu'on fait, parce que c'est récurrent depuis le début de saison, ces problèmes musculaires. Après, les pépins physiques comme une cheville, comme un genou, bon, bah voilà, c'est les circonstances. Il peut y avoir des causes, mais ce qui est plus gênant, c'est ces petites blessures musculaires, parce que ça handicape pendant 2-3 semaines, et ça nous empêche d'avoir des solutions. Quand ces 4 joueurs vont revenir, là, ça va déjà donner un peu plus de solutions à Hubert Fournier et un banc de touche plus conséquent. C'est pour ça que c'est compliqué, Michel, d'expliquer en fait les blessures. Souvent, on nous dit, les gens, et je les comprends, et notamment sur notre site olympiquelyonnais.com, les gens ils disent, vous ne faites pas votre travail, ils sont blessés, qu'est-ce qui se passe? Il faut virer les docteurs, il faut virer les kinés, il faut virer tout le monde en fait. C'est où est l'infirmerie, et puis tout le monde se moque de ça. Mais c'est compliqué en fait d'expliquer parce qu'il y a des blessures complètement différentes. Et même s'il y a des similitudes sur la nature des blessures, c'est compliqué de dire pourquoi, pour quelle raison, le joueur a été blessé. Est-ce qu'effectivement, qu'il y a l'hygiène de vie qui rentre en compte aussi? Exactement. C'est les protocoles. D'une part, il y a le mental et il y a l'hygiène de vie. Il y a la préparation invisible. Et Émeric connaît ça avec Gérard Rouillet, je ne sais pas si tu te souviens, mais Gérard Rouillet le disait tout le temps. En fait. Il disait la préparation invisible. En France, on a du mal avec ça, mais c'est souvent responsable de certaines blessures. Certes, pourquoi à Lyon et pas dans d'autres clubs français? Est-ce qu'il y a un suivi différent? Enfin, moi, je sais que dans certains clubs, ils font passer des visites dentaires parce que les infections dentaires peuvent causer des pépins musculaires. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place différentes. Moi, pour avoir participé à l'OL, les kinés font très bien leur travail, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les docs, en général, ils ont leur cursus. Enfin voilà, moi, je n'ai pas travaillé avec celui qui est actuellement à l'OL, mais voilà, enfin, ils suivent les protocoles habituels. Donc, il y a peut-être, je sais pas, mettre en place une structure. On a mis un pôle performance en place pour la préparation physique. Je sais pas pourquoi on pourrait peut-être faire évoluer le staff médical, mais entre nous, je regarderais plus du côté de la préparation physique, ce qui a été fait, pas fait, pour améliorer tout ça. Et surtout la préparation aussi diététique, ça vient à 60. Ça, Gérard Rouillet avait mis des choses en place, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui. Il ne nous reste pas grand-chose maintenant en termes de temps. Hein. Donc le prochain match de l'Olympique Lyonnais, c'est Monaco. Petit pronostic, s'il vous plaît. C'est à Monaco, j'imagine? Oui. Un partout? Un partout, très bien. Vous, monsieur, vous avez gagné, vous, non? 1-0. Non, parce que j'avais dit 2-0, mais donc du coup, ils en ont marqué qu'un. Excellent le dessin de Walter Bank. Excellent. Dites donc, on ne pas des chauves, comme ça veut dire ça. Razik. Allez, on va dire victoire d'1-0 de l'OL. Alors, 1-0, ok. Bon, je vais rester sur
Bon, Victoire 2-0 de l'OL, Allez, on va 2-0. être fou. Et moi, je veux dire, comme d'habitude, 3-0. 3-0. parce que- Ah, donc Valtabanque a raison alors. Mais voilà. Je déteste les jeux d'argent, donc forcément, je dis, voilà, 3-0. On reçoit, lundi prochain, on reçoit Camille Abili, qui a explosé les Stéphanoises 5-0. Voilà, c'est ça, pour ça qu'on l'invite. Non. Ah, c'est bien. Ah, on le savait que ça allait se passer comme ça. Au moins, les filles, elles mettent des buts, c'est magnifique. Puis elles gagnent le derby, et puis elles les mangent à chaque fois. Elles survolent le championnat féminin, c'est magnifique. Hein. Alors, vraiment une belle équipe de fenotes, comme on dit chez nous. Hein, comme vous y dites, vous. Ouais, exactement. Voilà. Bon, bah écoutez, on va vous remercier. C'était vraiment très agréable d'avoir votre présence sur le plateau. Vous n'oubliez pas, Planète Lyon, 4,50 €. Vous pouvez vous abonner. C'est un journal avec du fond, 4 fois par an. C'est magnifique. Razik, merci. Nicolas, merci. Merci, Aymeric, Michel. merci. Merci à vous. Et puis n'oubliez pas, tant qu'il y aura des gones, bah nous, on sera là. Voilà. Salut!